Alors, nous voici à présent à l'heure de notre table ronde. Ceux qui nous rejoignent en live, bienvenue. Si vous n'avez pas été là sur ce début de matinée, nous sommes ensemble pendant 2 jours pour les 13e rencontres des conseils de développement. Nous allons débuter à présent une conférence, une table ronde dont le thème est en 2021, comment développer l'agir ensemble pour réussir les transitions. Et pour cette table ronde, je vais demander tout de suite à Marie-Laure Lambert de bien vouloir nous rejoindre. Elle est juriste, maître de conférence, directrice adjointe du laboratoire interdisciplinaire environnement et urbanisme à Aix-en-Provence, Aix-Marseille, Université. Bonjour, merci de l'applaudir. Je vais accueillir aussi Raphaël Pouillet qui va nous rejoindre, directeur d'une ONG qui s'appelle Democratic Society. Bonjour, vous pouvez vous asseoir tous les deux. Un mot sur Democratic Society. C'est une ONG qui a été fondée il y a 10 ans en Angleterre, qui est basée à Bruxelles, qui couvre à peu près 11 pays européens et qui travaille sur les aspects de l'innovation démocratique avec un regard sur les méthodologies de démocratie participative, justement, et les questions qui sont liées aussi à la démocratie en ligne. Vous nous ferez partager ces retours d'expérience et en tout cas ces observations faites au niveau européen. Et puis nous avons en visio avec nous, et on le voit bien, merci d'être avec nous, Pierre Status. Vous êtes enseignant-chercheur en philosophie politique à l'Université de Franche-Comté. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage dont le tome 2 vient de paraître, qui s'appelle « Voyage en démocratie, la voie incertaine de la démocratie française ». Il est paru en mai 2020, sur lequel vous vous interrogez sur les démocraties modernes, les questions structurelles qui se posent à elles, et vous envisagez tout cela dans un cadre historique et social, celui de la société française contemporaine, pour ébaucher une voie incertaine, une voie difficile, celui d'une démocratie française qui serait émancipée. Vous allez apporter votre expertise sur, en particulier, la représentation, la démocratie, la défiance vis-à-vis de la démocratie et l'importance de la démocratie participative et représentative. On en parlera tout à l'heure. Voilà, merci à tous les trois d'être avec nous. Vous nous entendez bien, Pierre Status ? Oui, très bien, je vous remercie. Alors, on vous entend aussi. On va peut-être commencer avec vous, Marie-Laure Lambert. Vous avez donc un micro chacun. Je le disais, vous êtes directrice adjointe du laboratoire interdisciplinaire environnement et urbanisme à Aix-Marseille Université. Vous avez co-rédigé un ouvrage « Adapter les territoires au changement climatique », outils juridiques d'urbanisme et d'aménagement, qui est paru en mars 2020. On va justement avec vous interroger les intercommunalités face au changement climatique et les outils qu'elles ont pour agir. Comment on peut intégrer, première question, sur ces intercos, comment on peut intégrer déjà les documents de planification dans les actions des intercommunalités face au changement climatique. Alors, les outils sont nombreux, vous allez nous en parler. On va commencer par ça et citer quelques bons exemples. Oui, merci. Donc les intercommunalités, vous le savez tous, sont des personnes publiques. Et pour introduire, je voudrais peut-être reprendre l'intervention qui a été faite tout à l'heure sur les 2% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont les émissions françaises au niveau mondial et qui représenteraient peut-être pas énormément des émissions globales. Je voudrais répondre en juriste, c'est-à-dire que même si on n'a que 2% de responsabilité sur ces émissions, eh bien c'est notre responsabilité de les faire baisser. On a des engagements internationaux au niveau des traités internationaux, de l'accord de Paris, de la convention de Rio au départ, en 92, donc ça fait longtemps qu'on a ces engagements internationaux déjà. L'accord de Paris est arrivé tard et aujourd'hui tout le monde se réveille un petit peu. Et ce qu'il faut que vous vous souveniez, c'est qu'une personne publique, comme les intercommunalités, quand elle a un pouvoir et une compétence, elle a une responsabilité derrière. C'est-à-dire que les intercos auxquels vous donnez des avis et des conseils, elles ont été instituées pour avoir certains pouvoirs, certaines compétences. Et bien, ça veut dire que derrière, il faut que le boulot soit fait, comme l'ont dit les deux acteurs tout à l'heure. C'est-à-dire que si le boulot n'est pas fait, il y aura des mises en responsabilité derrière. Vous avez peut-être suivi les affaires du Conseil d'État, l'affaire Grande-Sainte ou l'affaire du tribunal administratif de Paris,
contre l'État français, qui ont condamné l'État sous astreinte, ça sera pour décembre 2022, à assumer ses engagements au niveau de l'accord de Paris, eh bien, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, les mêmes contentieux, des recours soient faits contre des intercommunalités, contre des régions qui n'auraient pas fait leur part du travail. Voilà, donc ça c'est une introduction simplement, et je reviens à votre question. Donc quels sont les outils effectivement concrets dont disposent les intercommunalités? Alors comme toute personne publique, elles disposent d'abord de la commande publique, c'est-à-dire toutes les commandes qu'elles font pour construire des bâtiments, pour acheter des biens, pour acheter des produits, des produits alimentaires pour les cantines, etc. Donc toutes ces actions de contrat qu'elles passent avec des entreprises privées, des agriculteurs, des constructeurs, pour faire élever des bâtiments comme celui-ci ou acheter des produits, eh bien elles peuvent mettre des conditions dans ces contrats de respect des engagements de Paris, de respect d'une éco-conditionnalité, si on en rêve tous, mais pour l'instant il n'y est pas, mais voilà, de conditions environnementales. Donc déjà dans les achats publics, il y a vraiment un effort à faire sur ce domaine-là. Ensuite, sur peut-être l'exemplarité des collectivités publiques, comme il y a une exemplarité de l'État nécessaire, eh bien, l'exemplarité des collectivités publiques, ça serait, par exemple, qu'on ne m'oblige pas là à enlever ma veste. Parce qu'il fait un peu chaud sur cette. Parce qu'il fait trop chaud. Projecteurs. Voilà. Donc un bâtiment public, c'est inscrit dans le code de l'énergie. Il doit être, comme tout bâtiment privé, chauffé à 19 degrés l'hiver. Parce qu'on est en novembre. C'est vrai qu'en 19 degrés, on ne se balade pas en t-shirt, mais à 19 degrés, il faut qu'on s'habitue tous et qu'on donne l'exemple en tant que collectivité publique qu'en novembre, on met tous un petit pull et on ne surchauffe pas les bâtiments publics. Donc ça, c'est des mesures de sobriété énergétique. Je pense que dans le Shift Project, ils en ont parlé ce matin. Désolée, j'étais dans le train, j'étais en retard. Mais voilà, la sobriété énergétique, les petits gestes simples de réduire les gaspillages qu'on peut tous faire et que doivent faire les collectivités publiques aujourd'hui, chacune à leur niveau, il faut commencer par là parce que ça ne coûte pas grand-chose et parfois même ça ne coûte rien. Donc l'exemplarité, la commande publique et ensuite les documents de planification. Effectivement, il y en a plusieurs à la disposition. Ah ben voilà. Non, rapprochez le micro. C'était moi ? Allez-y. Il marche ? Oui, ça marche. C'est quand je le bouge. Donc ensuite, les documents de planification qui permettent aux collectivités d'agir. Donc à l'échelle de la région, il y a le SRADET, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un schéma très global sur les questions d'énergie, de climat, de déplacement, de gestion des déchets, de gestion des énergies renouvelables. Et ensuite, au niveau de l'intercommunalité, il y a des plans climat-énergie territoriaux. Donc, c'est des plans qui sont assez récents, c'est les lois Grenelle. PCAET. PCAET, oui. Parce que PCAET, c'est vrai que oui. Ça passe pas. PCAET, oui, si vous voulez. Le PCAET, c'est donc un schéma à l'échelle d'intercommunale qui reprend les mêmes thématiques, c'est-à-dire climat, énergie et qualité de l'air. Voilà, et qualité de l'air. Parce que tout ça est très lié, effectivement. Si vous agissez contre les émissions de gaz à effet de serre, vous agirez en même temps contre des polluants de l'air. Si vous visez la pollution automobile, la pollution industrielle, la pollution par les transports en commun, par les bateaux, puisque je viens de Marseille, donc nous on a un problème de pollution par les croisiéristes. Voilà, donc chaque fois qu'on fait ces efforts sur le climat, la qualité de l'air et l'énergie, on va avoir des co-bénéfices, c'est-à-dire qu'avec la même mesure qui vise telle source de pollution, on va avoir des effets bénéfiques sur les trois aspects. Économiser l'énergie, limiter la pollution de l'air et justement agir sur le climat, enfin limiter l'impact qu'on a sur le climat puisqu'on va certainement baisser les émissions de gaz à effet de serre en faisant ça. Donc ça, c'est le premier outil, le PCAET. J'ai combien ? J'ai encore 30 secondes ? Oui. Ah, ça va. Allez-y. Ensuite, vous avez le SCOT et le PLU aussi. Le PDU peut-être d'abord, oui. Le plan de déplacement urbain. Donc les plans de déplacement urbain, c'est des plans qui existent depuis plus longtemps que ça, depuis 1981, la loi Loti, et qui ont été rendus obligatoires qu'en 1996. Et qui se sont développés du coup 4 ans après, c'est-à-dire en 2000. Donc vous voyez le temps qu'on perd entre 81 et 2000, les premiers PDU qui sont sortis. Plan de déplacement urbain qui vise à modifier les comportements et modifier, on a parlé tout à l'heure, la morphologie urbaine, c'est-à-dire le fonctionnement des villes, pour laisser plus de place au transport en commun, plus de place aux vélos. Ça y est, enfin les vélos arrivent sur les scènes urbaines depuis le Covid, merci le Covid. Les piétons et donc modifier l'espace urbain pour avoir moins de voitures individuelles, plus de transports en commun et plus de modes de déplacement doux. Et je reviens sur l'historique de ces PDU juste en 2 secondes.
1981, on me donne la possibilité aux intercos de faire ces PDU. À l'époque, c'était les communes qui devaient les faire, les grandes communes. Il ne se passe rien. Aucune commune en France n'adopte un plan de déplacement urbain. C'est en 1996 que la loi oblige les grandes agglomérations à le faire. Donc là, elles le font et on perd beaucoup de temps. Et pourquoi quel est le problème à ce moment-là, que vous allez retrouver sûrement dans vos conseils de développement? C'est que quand on confie un outil à faire, qui sera un outil pas très populaire, s'attaquer à la voiture, c'est pas populaire, hein, c'est pas électoral. Et bien, quand on le confie aux élus locaux, aux maires directement en prise avec l'électorat local, ce n'est pas une question de mauvaise volonté du maire ou que les maires sont moins impliqués dans les questions environnementales que d'autres, c'est que le maire, il a en face tous les jours ses électeurs. J'ai été mariée longtemps avec un maire, donc je sais aussi de quoi je parle. Tous les jours, des électeurs qui viennent se plaindre sur les permis de construire, sur le parking qu'il n'y a pas à tel endroit, etc. Et donc la pression qui est mise sur les maires par les électeurs, effectivement, fait que parfois ces mesures-là qui devraient être prises et qui sont de bon sens et qui sont d'intérêt général, vont être retardées par ce côté électoraliste. Donc il faut aussi penser à articuler différemment les compétences peut-être pour que lorsqu'il y a des choses à faire de la part du maire, il y ait aussi un contre-pouvoir ou des pressions supplémentaires qui puissent être mises. Le PLU ensuite, le plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est l'organisation des zones qui peuvent être construites ou pas dans la commune, de quelle façon on va les construire, à proximité des zones de transport en commun, des gares, est-ce qu'on laisse de l'étalement urbain se faire, c'est-à-dire continuer à grignoter sur les zones agricoles et sur les zones naturelles ou pas. Donc tout ça, c'est effectivement encore des enjeux qui auront un impact sur l'environnement et l'effet de serre, et c'est très important de travailler là-dessus. J'en ai peut-être oublié, mais il y a un nouveau document qui a été rajouté par la dernière loi du 22 août 2021. On est quoi, 21, merci. Ouais. Parce qu'avec tout ce qui va se passer en 2022, je me perds dans les... Donc, 22 août 2021, la loi a aussi travaillé sur la question, vous êtes concernés ici, de l'adaptation des littoraux au changement climatique. Ah, c'est après ? Non, mais je voulais justement vous en parler, donc c'est très bien, vous faites la transition, parce que pour la première fois, on a une loi qui vient expliquer comment on va faire reculer les habitations littorales. Donc ça concerne effectivement une bonne partie du territoire. Voilà, donc cette loi, elle est importante, elle ne règle pas tout, hein, c'est des domaines sur lesquels je travaille aussi depuis 2008, bien avant la tempête Xynthia. Et cette question de la vulnérabilité des zones littorales urbaines au changement climatique, elle est extrêmement importante. Mais c'est l'autre volet de la question climatique. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir là, PCAET, PDU, PLU, c'est notre responsabilité d'atténuer le changement climatique et de prendre toutes les mesures possibles, même si 2%, 1%, 0%, j'en sais rien, mais de faire tous les efforts possibles pour essayer de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et pour essayer de ralentir le changement climatique qui est déjà en cours. Ce qui se passe sur les littoraux, c'est que, effectivement, les effets du changement climatique sont déjà observés. Et sur les littoraux, on sait qu'il y a de l'érosion côtière et il y a aussi des submersions marines, puisque le niveau des mers est en train de monter aussi. Donc, une vulnérabilité plus grande des côtes. Donc, s'il y a des questions, je répondrai à des questions là-dessus après. Le nouvel outil qui a été mis en place par la loi Climat et Résilience, ce sont des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, qui devront être réalisées par les intercommunalités qui sont concernées par ce recul du trait de côte, c'est-à-dire l'érosion côtière. Alors pour l'instant, vous ne savez pas si vous êtes concerné ou pas, puisqu'on attend une liste qui va être établie par décret, enfin vous le savez un petit peu, mais ceux qui sont concernés, mais en tout cas le ministère va établir une liste des communes en France qui sont concernées par ces phénomènes d'érosion côtière, et ces communes devront établir une stratégie locale de gestion du trait de côte, c'est-à-dire comment il va falloir trancher entre les endroits où peut-être il faudra effectivement défendre le trait de côte. Je suppose que là, on est au bord de la mer, donc on ne va pas laisser la mer rentrer dans le palais des congrès de Saint-Raphaël. Donc peut-être il y aura des aménagements à faire, des murs, des digues, des enrochements, monter des digues, peut-être un jour comme à Saint-Malo, des digues très hautes. En tout cas, les endroits qui sont densément construits, effectivement, il faudra quand même continuer à faire un peu de la défense contre la mer, mais ensuite, il faudra arbitrer sur les espaces qui sont moins densément construits, où on a moins d'habitations, moins de bâtiments collectifs. Et là, il faudra prévoir des mesures de relocalisation, c'est-à-dire de démolition de ces bâtiments, et de réflexion sur faut-il reconstruire ces bâtiments plus loin en arrière, ou faut-il réfléchir vraiment
radicalement à l'urbanisme littoral, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé, même en repoussant derrière l'urbanisation, d'aller toujours dans ce sens de l'attractivité du littoral, et est-ce qu'on ne peut pas imaginer un autre urbanisme plus modulaire, plus démontable, moins en dur, voilà. Donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser à l'avenir, et ces outils seront des outils importants à mettre en place dans les intercommunalités. Donc ça s'est déjà fait sur la façade atlantique, hein, la région Nouvelle-Aquitaine a travaillé depuis longtemps avec un outil très intéressant, quand je parlais tout à l'heure du rôle du maire et des contre-pouvoirs, un outil qui s'appelle le GIP, Littoral Aquitain. GIP, c'est un groupement d'intérêt public. Un groupement d'intérêt public, c'est un groupement dans lequel travaillent ensemble les intercommunalités, la région, les départements et l'État. Et au lieu de se disputer toujours sur « Ah, vous nous avez imposé un plan de prévention des risques, oh, on ne peut plus construire, oh, c'est pas bien, etc. » et on n'est jamais d'accord, eh bien, il a fallu trouver des accords pour mettre en place des stratégies, une stratégie régionale, donc qui existe déjà sur la côte aquitaine, et des stratégies locales qui ont déjà été développées, y compris dans des départements qui étaient même sourds à la question, je vais dire, comme le Pays Basque, un département très touristique, avec des valeurs des biens immobiliers, vous imaginez, au Pays Basque, hein, c'est un peu comme ici chez vous ou à côté. À Marseille, c'est un peu moins cher, ça va. Mais, donc au Pays Basque, des biens de très haute valeur immobilière, et la question, c'était comment arriver à trouver des solutions. Eh bien, ils ont commencé à y travailler et ils ont déjà développé des stratégies. D'autres types de collaborations qui ont lieu aussi. Là, on parlait de collaboration entre intercommunalités, États, etc. Mais d'autres types de collaborations, c'est celle entre la recherche et les collectivités locales aussi. On va glisser petit à petit vers la participation citoyenne, mais il y a ces exemples, par exemple, les groupes régionaux d'experts sur le climat. Oui. On peut donner peut-être des exemples? Oui, alors justement pour amener de la connaissance peut-être qui est disponible dans les universités, dans les groupes de recherche comme le CNRS, etc., vers les acteurs de terrain, se sont mis en place d'abord des observatoires du changement climatique, un national et puis des observatoires sur les littoraux, et puis des groupes régionaux d'experts sur le climat, donc on appelle ça des GREC, et ici en PACA, vous en avez un qui est le GREC Sud, donc qui est un groupe de chercheurs dont je fais partie, avec des géomorphologues, des hydrologues, des écologues, des chimistes de l'atmosphère, etc., qui font des petits documents qui sont des cahiers, en fait, pas très longs, et qui essayent d'apporter donc des connaissances précises mais vulgarisées et adaptées à la région ou à certains territoires aux élus locaux. Donc ça, c'est des travaux vraiment de valorisation et de vulgarisation en direction des acteurs locaux. Alors, on va glisser vers l'implication des citoyens. Raphaël Pouillet, à Democratic Society, vous allez pouvoir nous expliquer comment les villes européennes impliquent petit à petit les citoyens dans les actions climatiques. Oui, merci beaucoup. Donc, Democratic Society, comme vous disiez Virginie, donc c'est une organisation basée à Bruxelles avec un centre de recherche à Berlin. On couvre donc une dizaine de pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé d'abord comme organisation qui s'intéressait aux questions de participation citoyenne et d'innovation démocratique. Alors, d'innovation démocratique, on pense d'abord à la manière dont l'Internet a pu être utilisé pour créer des consultations, des plateformes. On connaît les budgets participatifs notamment. Et puis, petit à petit, on a commencé à s'intéresser davantage à la manière dont on peut avoir des modes d'engagement citoyen et de participation citoyenne autour du défi de la transition. Alors je dis la transition, en réalité on parle bien sûr des transitions. Alors ce qui est amusant, c'est de regarder 15 ans en arrière avec Totnes par exemple. Totnes était la petite ville dans le sud-ouest de l'Angleterre qui a commencé à parler de ce mot transition. Et quand on va un petit peu on fait l'archéologie d'Internet, un petit peu, on retombe sur des vieux enregistrements de ce maire de Totnes qui avait l'air beaucoup plus jeune à l'époque et qui nous explique que la grande transition, c'est la transition énergétique parce qu'on arrive au pic de production pétrolière. Donc c'est amusant parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on parle de transition comme si on parlait exactement de la même chose depuis un certain temps. Et en réalité, ce sont des thèmes qui sont assez, alors qui se transforment au fur et à mesure, qui ont plusieurs facettes, évidemment, en fonction des périodes. On les regarde de différentes manières. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, travailler sur l'engagement des citoyens autour de la mobilisation sur les transitions, dans les villes européennes, comme vous dites, c'est en réalité déjà travailler sur une question d'intelligence collective, travailler sur des systèmes complexes. On se rend compte parce que l'action publique est de plus en plus dérégulée, parce que des acteurs de plus en plus différents agissent, qu'il faudra voir quand une ville, une métropole et
également un territoire, je veux dire un territoire au sens intercommunalité rurale, quelle que soit sa nature. L'idée, ça va être de regarder quels sont les grands défis et ensuite de s'attaquer à ces transitions vues sous leurs différents angles avec des modalités qui sont à chaque fois différentes. On va faire du sur-mesure à chaque fois. Pardon. Peut-être vous allez et pouvoir donc, pour nous aller dans donner des exemples précis, justement. exactement. Vous m'avez parlé, quand on a commencé à préparer cet échange, de Leuven 2030. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est ça. Donc Leuven, donc c'est la prononciation mal prononcée bien sûr en néerlandais de la ville de Louvain, pour ne pas la confondre avec Louvain-la-Neuve, qui est une ville nouvelle en Wallonie. Et c'est un petit peu ce qu'on appellerait un petit peu ces villes un peu démonstratrices. Vous savez, on a des territoires démonstrateurs en matière d'adaptation au climat ou de participation citoyenne en France. Dans le cas de Leuven, alors Leuven 2030, c'est assez amusant parce que c'est une organisation non gouvernementale, une ONG, à laquelle participent le maire de Leuven, le patron de la régie des transports, des citoyens lambda, entre guillemets, l'université de Leuven, qui est très connue, et qui, en réalité, propose un modèle, un sur-mesure, qui ne se fait à peu près que là-bas, où ce sont eux qui se sont mis ensemble à partir de 2016 pour se dire on va travailler ensemble sur une feuille de route pour arriver à du zéro carbone en 2030. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été avec un système de financement innovant, dans le sens où en fonction des revenus de l'entité qu'on représentait, évidemment le citoyen lambda, je pense, devait payer quelque chose comme 50 €. Évidemment, l'université de Leuven, qui est titanesque, devait payer quelque chose de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc chacun à la mesure de ses moyens, pouvait entrer donc dans cette ONG et a pu participer à la rédaction d'une feuille de route climat avec un certain nombre d'actions, avec des grands piliers. Et si vous voulez, la condition pour entrer dans cette ONG, c'était de s'engager à ne pas faire de greenwashing, donc c'est-à-dire de montrer qu'on s'engageait sur des choses concrètes, donc un petit peu ce qu'on fait dans l'action publique en règle générale. On doit prouver avec une logique d'intervention que ce qu'on fait va donner des résultats et qu'on est capable de les mesurer. Mais voilà, ce qui était particulièrement intéressant à Leuven 2030, ça a été d'une part le fait de mettre ensemble, avec un changement de posture radical, avec une présidence tournante pour cette ONG, où parfois on va avoir le maire de Leuven qui est président, l'année d'après le patron de la régie de transport, l'année d'après le patron d'une ONG activiste, comme on en connaît beaucoup. Donc ça, c'était déjà une sorte de petite révolution dans la posture. Et par ailleurs, sur le financement, parce que souvent on dit, mais qui va financer ? C'est bien gentil de demander systématiquement à l'échelon supérieur de financer. Là non, chacun a mis la main à la poche et ça a donné des résultats, avec en plus dans la posture, cette capacité à dire, bon ben, tel truc n'a pas marché, on va le faire différemment. Et donc, ils sont remis en question à partir de 2019. Ils ont intégré un programme européen qui s'appelle Climate Kick, avec lequel nous avons travaillé. Et ils se sont dit, bon, ça ne marche pas complètement, on va utiliser une méthode de portefeuille d'expérimentation plus locale. Et on va essayer plusieurs choses, plusieurs points d'entrée dans le système, avec cette manière dont les citoyens peuvent revenir vers le haut et dire « ça a marché, ça n'a pas marché ». C'est ce qu'on appelle, nous, la gouvernance de la transition, ou la gouvernance des transitions, et c'est un sujet sur lequel on travaille au jour le jour, avec plusieurs villes, métropoles, territoires ruraux, à essayer de faire vraiment du sur-mesure. Alors, d'autres exemples à Édimbourg, peut-être, ou à Madrid ? Donc à Édimbourg, toujours dans le programme de Climate Kick, on s'est concentré sur la création de valeurs locales. Il y avait des quartiers entiers qui étaient extrêmement... des quartiers post-industriels, si vous voulez, qu'il fallait entièrement recomposer. Et il y avait par ailleurs une production de bois local. Et il y a eu cette idée de travailler sur ces matériaux biosourcés pour construire ces nouveaux quartiers en mettant la population, donc des quartiers environnants, ce quartier n'est pas encore réellement habité ou peu habité, mais de les impliquer sous forme de groupes citoyens avec des ateliers participatifs dans lesquels on faisait entrer bien sûr les producteurs de ces matériaux de construction pour aller participer à la mise en place de ce plan. Et c'était une autre manière d'engager les citoyens sur la qualité de leur habitat et sur les valeurs auxquelles ils croyaient. Donc il y a vraiment une question aussi ici de sens. De sens, oui, tout à fait. Mais quand on parle de participation citoyenne, on parle d'une part d'éviter de sortir de ce qu'on appelle la consommation d'action publique. Ça, je cite un petit peu le maire de Los-Angeles, Jean-François Caron, qui dit que d'impliquer les citoyens, les habitants, c'est aussi sortir de ces espèces de face-à-face dont vous parliez en tant qu'ancienne épouse de maire, je crois, où les gens, on va leur présenter un dispositif participatif, ils ne vont pas y participer. Le lendemain, ils vous disent « mais comment, il n'y a pas assez de bancs ?» ou bien ouais. Donc ça va être vraiment d'avoir des choses qui vont être effectivement participatives et faire en sorte
de les faire participer, c'est-à-dire d'aller chercher des publics éloignés, d'aller trouver des manières qui créent aussi la confiance, parce que souvent, les dispositifs participatifs ont déçu. Moi, très souvent, quand je travaille avec des maires en France, je leur dis, bon, on va faire un dispositif participatif, donc je ne parle pas uniquement de consultation, mais d'aller plus loin dans la co-création. Ils me disent, vous savez, nous, depuis l'agenda 21, on a fait des commissions extra-municipales avec l'agenda 21, ça n'a rien donné. Les gens s'y intéressent. On va revenir sur des exemples très concrets tout à l'heure là-dessus. Un exemple à Madrid, peut-être. Alors Madrid, c'était plus ancien, mais ça a été vraiment un de mes collègues qui est espagnol, qui est de là-bas, qui était dans cette institution à l'époque, et ils ont travaillé sur la création d'un récit collectif autour de la culture. Alors, vous savez que chaque territoire doit envisager les questions de transition en fonction de son passé, de son histoire. Il ne s'agit surtout pas de faire une taille qui s'ajusterait à tous. Au contraire, il faut vraiment construire ça, et donc d'aller explorer son histoire, mais aussi avec des dispositifs culturels qui vont représenter physiquement, par exemple, la manière dont les eaux de pluie peuvent être récupérées, ou bien la destruction des forêts avoisinantes, avec des choses qui parlent à l'imaginaire, avec des dispositifs où les gens vont s'inscrire et s'introduire dans une installation publique, dans des places. Il y avait aussi une baleine échouée qui était extrêmement bien faite, échouée sur le bord de la rivière, et qu'on a ensuite déplacée à Bruxelles également, au bord du canal. Et parce que ça impressionne les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est, ils arrivent et là, il y a des explications. Donc, voilà, alors, parce qu'on va revenir tout doucement vers la France, parce qu'on va retrouver Pierre Status, on va donner un exemple, pour finir, peut-être de l'action climatique connectée à la justice sociale, en prenant un exemple à Paris. Oui, alors à Paris, sur la justice sociale, plus généralement, à Paris, ils ont décidé de travailler tout récemment sur la notion d'une assemblée citoyenne permanente à Paris, et puis également une autre assemblée dont on parle moins, qui rassemble les représentants des organisations d'activistes de la société civile sur le climat. Et il y a par ailleurs encore une autre nouveauté, c'est que les budgets participatifs maintenant à Paris intègrent le jugement majoritaire, ce qui consiste, on est toujours dans des idées de sortir au maximum de la polarisation et du binaire, et de faire en sorte que les choix qui sont effectués rassemblent le plus grand nombre. Et donc, alors, justice sociale, moi j'aime bien aussi l'exemple d'Est Ensemble, la convention citoyenne mise en place par la communauté urbaine autour de Montreuil, Bondy, etc., Romainville, donc dans le nord-est de Paris, qui sont des questions, j'en ai pas mal parlé avec eux, qui sont des territoires assez pauvres, et où justement on va faire entrer par le système donc de tirage au sort, mais aussi de stratification sociale, socio-économique, socio-professionnelle, des gens qui normalement n'ont pas du tout voix au chapitre. Et ça, c'est une des grandes choses. La ville de Toronto, je ressors de France rapidement, mais la ville de Toronto a innové là-dessus de manière que je trouve tout à fait passionnante, en n'ayant non pas des conventions citoyennes qui sont au moment de l'initialisation d'un projet et de l'imagination de solutions pour le futur immédiat, mais de suivi d'actions en cours. On va y revenir sur cet exemple-là. Je voudrais qu'on se retourne d'abord vers Pierre Status, qui nous écoute bien sagement depuis tout à l'heure. Pierre Status, comment analyser la défiance aujourd'hui face à la démocratie représentative? Elle date de quand, cette défiance, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Oui, la question est redoutable. Effectivement, le système démocratique suppose la confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans nos représentants. Or, manifestement, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est très préoccupante, puisque nous sommes dans des démocraties de la défiance. Démocratie de la défiance qui n'est pas propre à la France, mais qui prend en France qui a une virulence particulière, étant donné le modèle politique sur lequel nous fonctionnons depuis la Révolution française. Je vais pas entrer dans le détail de cette défiance, mais juste dire, par exemple, que le mouvement des Gilets jaunes me semble avoir été un moment très particulier d'expression de cette défiance. Puisque, vous vous souvenez, les Gilets jaunes, je dis vous vous souvenez, le mouvement n'est pas terminé, tant s'en faut, les Gilets jaunes, ce ne sont pas les damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon.
Les gilets jaunes, ce sont des employés, c'est une population très hétérogène, des employés, des petits patrons, etc. Bref, ce qu'on appelle les invisibles de la République. Et ces invisibles de la République ont manifesté une révolte qui a pris une tournure quasiment insurrectionnelle à un moment donné. Même si ça ne concernait pas énormément de gens, la dimension insurrectionnelle nous a tous frappés, notamment le saccage de l'Arc de Triomphe à Paris. Il s'agissait en tout cas d'exprimer un ressentiment face à des logiques de mépris et de domination qu'ils ne supportaient plus. Et le reproche qui était fait traditionnellement, c'était de dire que les représentants ont capturé le pouvoir du peuple, la souveraineté du peuple, qu'ils se sont constitués en oligarchie contre laquelle il est très difficile de lutter, et oligarchie qui n'écoute pas, qui n'écoute plus le peuple dont elle procède néanmoins. De sorte que on a une société française assez étonnante, une société qui est à la fois apathique sur le plan des votes, confère les taux d'abstention, et en même temps un bouillonnement social qui fait voir une demande d'implication plus importante, une demande de participation, j'y reviendrai, plus importante, et on a cette ambivalence de la société française aujourd'hui. Ambivalence qui est très préoccupante et qui ne me dit rien qui vaille, pour vous dire les choses clairement, s'agissant de la prochaine élection présidentielle dont nous nous rapprochons. Alors, à partir de ce constat-là, alors ce constat-là est fait par nombre de gens. Je signale par exemple les travaux de Jérôme Fourquet, qui a décrit Une France en archipel et qui vient de publier un livre, à mon avis, très très important et qui devrait être lu par tous nos politiques et par tous nos candidats à l'élection présidentielle, qui s'appelle La France sous nos yeux. Cela étant, la question est de savoir comment on en est arrivé là. Alors, comment on en est arrivé là? Quand on est face à une difficulté comme cela, il faut se donner un peu de profondeur historique. Un peu de profondeur historique qui va nous permettre de retracer une histoire rapide. Alors, je vais faire ça en 3 points, rassurez-vous Virginie, rapidement. Un premier point, quelle a été la synthèse démocratique après 1945? Un deuxième point, comment nos démocraties ont décroché à partir des années 70? Et un troisième point, quelles sont les pistes pour renouer avec cette démocratie de la confiance? Premier point, la synthèse après 1945. Après 1945, il s'agit de reconstruire l'Europe, qui est un champ de décombres, et se constitue ce qu'on pourrait appeler une synthèse démocratique dans tous les pays européens, et ça vient notamment d'ailleurs de l'Angleterre. Je vous signale qu'en 1945, Winston Churchill est battu par un quasi-inconnu, Beveridge, alors même qu'il vient de sauver l'Angleterre du péril nazi. Que dit-on en 1945? On construit une synthèse démocratique autour de 3 thèmes principaux. Premièrement, il faut piloter l'économie. Deuxièmement, il faut protéger les citoyens. Troisièmement, il faut donner une priorité au pouvoir exécutif. Je reviens sur ces 3 points. Premièrement, piloter l'économie. Piloter l'économie, ce sont les théories de Keynes. Ça consiste à dire que la crise de 29 qui a fait le lit des totalitarismes reposait sur une impuissance, sur une impuissance des politiques publiques. Et donc il faut, par l'État, dorénavant, construire des politiques publiques. En France, ça a donné lieu au mouvement gaulliste, oui, pas période du général de Gaulle, mais même dès 1945, la création de l'ENA, la création de l'INSEE, etc. C'est-à-dire la création de ce qu'un historien américain, Philippe Nord, appelle un New Deal français. Deuxième thème, le thème, et oui, j'ai oublié de signaler, par exemple, la question des pouvoirs publics, des services publics en France. Le service public est un thème très intéressant. C'est une propriété collective, c'est-à-dire que ce sont des services qui ne peuvent pas être détenus par des capitaux privés et qui sont là pour servir la collectivité dans son ensemble.
Deuxième thème, protéger les citoyens. Protéger les citoyens contre les aléas de l'existence. L'État social en France se met en place dès la fin du XIXe siècle. C'est un texte de Léon Bourgeois qui s'appelle Solidarité. Mais c'est en 1945 qu'on crée un système général de protection sociale que vous connaissez tous, qui s'appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale qui ensuite a continué son développement jusqu'à nos jours. Il s'agit de véritablement protéger le citoyen des aléas de l'existence. Troisième thème, le thème du recentrage sur le pouvoir exécutif. L'idée, c'est que la Troisième République a été impuissante à faire obstacle au totalitarisme. C'est l'exemple du 6 février 1934. Et donc, que faut-il faire? On estime que ce parlementarisme, qui est au cœur de l'idée républicaine depuis 1848, a dorénavant fait la preuve de son impuissance, et donc le centre de gravité du pouvoir se déplace du législatif vers l'exécutif. Et le point culminant de ce déplacement du législatif vers l'exécutif, c'est évidemment le référendum de 1962 qui décide l'élection du président de la République au suffrage universel direct. De sorte que on a une synthèse démocratique qui s'articule autour de ces trois thèmes: piloter l'économie, les politiques publiques, protéger les citoyens et un centre de gravité qui se déplace du législatif vers l'exécutif. Alors vous nous dites c'est à partir des années 70 que ça bascule dans autre chose. À partir des années 70, que se passe-t-il? Il se passe quelque chose d'assez simple. Vous savez, la démocratie, Marcel Gauchet l'a remarquablement montré, c'est l'articulation de trois vecteurs. C'est le droit, la politique et l'histoire. La démocratie, ce sont ces trois éléments qui font que la démocratie est un régime mixte d'équilibre entre ces trois éléments. Alors le droit, c'est quoi? Le droit, pour l'essentiel, c'est le sujet porteur de droit. C'est l'idée que la société trouve à son origine un contrat social que l'individu passe avec lui-même et avec tous. De telle sorte que quand il obéit à la loi, finalement, il n'obéit qu'à lui-même. C'est l'idée que dorénavant, l'origine des sociétés se trouve dans le consentement des individus. Et évidemment, la structure du sujet porteur de droit est essentielle. Deuxièmement, la démocratie, c'est la politique. La politique, pour l'essentiel, c'est un mouvement de sécularisation du traitement des affaires humaines. Et de ce point de vue-là, le développement de l'État est au cœur de cette dimension politique. Et troisième thème, c'est l'histoire, c'est que nos sociétés modernes et démocratiques sont des sociétés qui sont tournées vers l'avenir, là où les sociétés religieuses étaient tournées vers le passé et vers la révérence envers le passé. Que se passe-t-il dans les années 70? Eh bien, très simplement, cette harmonie entre les trois vecteurs que je viens de signaler, le droit, la politique et l'histoire, se défait. Pourquoi? Parce qu'on a un emballement du droit qui laisse sur le chemin la politique et l'histoire. Emballement du droit qui est ce qu'on appelle l'individualisation des sociétés modernes. Individualisation des sociétés modernes qu'on voit dans la société de consommation, individualisation des sociétés modernes qu'on voit dans la juridicisation du politique, etc., etc. De telle sorte que c'est la possibilité même de faire société qui se met à poser problème, puisque nous sommes dans un processus extrêmement fort d'individualisation. Et cela se fait au détriment de la politique, puisque l'État, finalement, est voué à l'impuissance face à ce mouvement d'individualisation, puisqu'il ne peut jamais coller à ces individualisations multiples. Et d'autre part, l'histoire est également laissée sur le côté, puisque nous manquons, et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 va dans ce sens, nous manquons dorénavant de perspectives d'avenir, et nous sommes enfermés dans un présent perpétuel. Donc, qu'est-ce que c'est que la crise de la démocratie que nous vivons aujourd'hui, la crise de défiance? C'est ce mouvement phénoménal d'individualisation du social qui déconstruit l'harmonie entre les trois vecteurs. Mais attention, en même temps, ce mouvement d'individualisation du social est un progrès démocratique. C'est là le paradoxe. C'est-à-dire que ça n'est pas antidémocratique
puisqu'une société démocratique, c'est une société des individus. Et donc, aller de plus en plus du côté d'une individualisation du social, c'est aussi un progrès démocratique. Mais c'est un progrès démocratique qui en vient à saper les fondements de la démocratie. Mais alors, comment repenser cette démocratie représentative qui est insuffisante et comment repenser la participation citoyenne? Alors, je crois que les pistes sont... Moi, personnellement, j'en vois trois. Je crois qu'il faut d'abord repenser l'action de l'État. Alors, vous avez remarqué, je dis bien repenser l'action de l'État et non pas réformer l'État. Réformer l'État, c'est pas très intéressant. Ce sont les politiques qui ont été menées ces dernières années, la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, etc., où on réduisait drastiquement le nombre de fonctionnaires indépendamment de leurs administrations de rattachement, ce qui était totalement absurde. Réformer l'action de l'État, c'est, je crois, que nous devons passer d'une logique de production publique à une logique de construction de l'action publique. C'est-à-dire que dorénavant, l'État doit rendre possible une construction publique de son action et non pas livrer clé en main des solutions toutes faites. L'observatoire très, très particulier pour bien comprendre ça, par exemple, ce sont les politiques urbaines. Les politiques urbaines aujourd'hui sont passées d'une logique de production publique à une logique de construction de l'action publique. Deuxième piste que je vois, c'est notre thème, c'est l'institution du commun. C'est l'institution du commun autour d'une démocratie, de la participation, de la délibération. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je crois que nous vivons un tournant délibératif de la démocratie. Et de ce point de vue-là, l'action des CODEV de 1999, mais aussi ce qui a été fait par Jean-Pierre Raffarin avec le CNDP, mais aussi la toute récente Convention citoyenne, va dans ce sens d'un nouvel âge délibératif. Et le troisième point, je m'arrête juste là-dessus, la politique française a surestimé. Ça n'est pas que les gens veuillent pas participer à la chose politique. Je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent participer à la chose politique. Simplement, ils ne comprennent pas à quoi elle renvoie. Ça manque de perspective, ça manque de diagnostic global. Et donc, la politique française a beaucoup mis l'accent sur la fonction de décision en laissant de compter la fonction de diagnostic global sur les questions qui nous occupent, dont la transition écologique est un exemple patent. Et donc, tant qu'on n'associera pas le diagnostic global et la décision, alors les politiques publiques rendront les citoyens perplexes et méfiants. Alors, je vais faire agir Raphaël Pouillet à ce qui vient d'être dit. Oui, écoutez, moi je me régale en écoutant Monsieur Status parce que je vois quelqu'un qui a travaillé, qui travaille depuis longtemps et sur des questions avec une approche peut-être aussi plus théorique et plus ancrée sur les réformes de fond. Et je retrouve deux grands thèmes qui me passionnent personnellement et qui nourrissent l'action de Democratic Society, notamment en France. Alors, cette vague délibérative, là je vais utiliser, vous avez parlé de tournant délibératif, l'appellation traduite de l'anglais c'est la vague délibérative, mais c'est précisément la même chose. Et ça a été repris par l'OCDE. Maintenant, c'est vraiment un programme de travail de l'OCDE qui a énormément de poids et de visibilité et qui coordonne toute une série de groupes de recherche. Effectivement, peut-être qu'un des grands enseignements de cette vague délibérative, c'est réellement l'idée que c'est dans la discussion, c'est dans l'échange entre des gens d'horizons différents qu'on crée le fond, vraiment le fond de sauce, si vous voulez, de la future action publique. C'est là que ça se cuisine et c'est là que ça prend de la consistance. Et les remarques qu'on peut entendre, peut-être superficielles, sur le fait que des gens qui ne sont pas spécialistes ou bien qui s'y intéressent en passant ne pourraient avoir qu'un avis qui pourrait être de l'ordre du bruit de fond et de la perturbation. En réalité, on s'est rendu compte dans tous les exemples qui ont été profondément documentés, notamment par l'OCDE, qu'au contraire, toutes les personnes qui acceptent
de se joindre à ces conventions citoyennes notamment, le font avec énormément de sérieux et se retrouvent réellement investis d'une mission. Alors on compare souvent ça au jury d'assises dans les pays où ça existe, comme la France. Il y a des différences évidemment. Hein. Il y a aussi dans les conventions citoyennes l'idée qu'on peut, sans donner de grandes explications, simplement dire qu'on n'est pas intéressé et qu'on n'y va pas, ce qui est différent des jurys d'assises. Donc évidemment, tout ça est un modèle en cours de perfectionnement, mais c'est vraiment une explosion de créativité et d'inventivité avec énormément de bons résultats. Alors on parle souvent, je reviens encore à la Belgique, je ne suis pas belge, mais mon organisation y passe pas mal de temps. L'entité à l'est de la Belgique, l'entité germanophone à l'est de la Belgique, qui compte, je pense, pas plus de 50 000 habitants, est vraiment la grande pionnière en la matière et a créé une assemblée citoyenne permanente. Alors, bon, le modèle de Paris, maintenant tout récent, est peut-être similaire. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'enfin, on sort de cette citation de Churchill, moi qui m'a toujours fatigué. Elle est peut-être un petit peu inventée, j'en sais rien, parce que Churchill, on lui prête beaucoup de citations, mais cette citation sur « c'est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous », je crois que ça a fatigué beaucoup de gens. Et c'est bien d'enfin sortir de ce mur de briques, quoi. Alors l'autre chose, c'est l'action de l'État. Et là-dessus, vous savez, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti tout récemment qui s'appelle « L'État qu'il nous faut ». Qui lance aussi quelques pistes. On est quand même aussi dans un problème de dérégulation, de déréglementation dans tous les sens. Et c'est bien gentil de demander aux gens de voter pour des personnes qui ensuite vont vous dire « mais vous savez, c'est pas moi qui décide. Donc je vous ai promis que je ferais ça parce que c'est la règle du jeu, c'est le théâtre républicain, mais en réalité, j'ai pas ça dans les mains, j'ai pas les outils. On gère de la dette, on gère de l'intérêt sur la dette, on gère des remboursements. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça et beaucoup d'autres choses. Mais réinventer l'État, réenchanter l'action publique avec la réinvention d'un État où les citoyens ont toute leur part dans le diagnostic, dans ce sur-mesure d'aller comprendre, cartographier le système complexe que peut être une ville, que peut être un pays, cartographier les co-bénéfices, mais aussi les interactions et les parfois difficiles au départ, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. On est en système complexe. Ça peut vraiment réenchanter l'action publique et donner envie aux gens de s'y remettre. Alors, on a entendu le mot à plusieurs reprises. Je voudrais qu'on s'arrête sur un exemple. C'est la Convention citoyenne qui a été tentée. Pierre Status, peut-être une explication sur cette Convention citoyenne dont on a beaucoup parlé. Alors, oui, avec plaisir, Virginie. Sur la Convention citoyenne, il faut que je précise mon entrée. Je ne me suis pas intéressé au débat. Je ne me prononce pas sur les mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne et qui ont été reprises plus ou moins par le gouvernement, à la fois dans le plan de relance pour la France, etc. Bon. Alors, moi, ce à quoi je me suis intéressé, c'est à ce que j'ai appelé, faute de mieux, l'ingénierie démocratique. C'est-à-dire, parce que, vous comprenez, et c'est un travers des philosophes, c'est toujours facile d'avoir des idées générales, mais les idées générales, généralement, elles sont infalsifiables. Le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire dans le comment. Et donc, moi, je me suis intéressé à l'ingénierie démocratique. Alors, sur cette ingénierie démocratique, je voudrais faire préalablement, si vous voulez bien, si vous me le permettez, une distinction. Je crois qu'il faut distinguer la délibération et la participation. Il faut faire attention à bien savoir de quoi on parle. Il s'agit... alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie participative de manière très globale? Ce sont les multiples initiatives qui visent à associer les citoyens au processus de décision politique. Très bien. Mais ensuite, il faut distinguer les processus participatifs et les processus délibératifs. La participation, consulter les citoyens pour recueillir leurs paroles sur des sujets donnés. Autrement dit, l'opinion du citoyen est un déjà là que j'essaie de recueillir et éventuellement de mettre à l'épreuve. Toute autre chose, démocratie délibérative. La démocratie délibérative, ça relève de ce que le philosophe Jürgen Habermas appelle l'éthique de la discussion. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle une décision normative n'est légitime que si elle se fonde sur des raisons issues d'une discussion publique à laquelle tous les citoyens peuvent participer en droit. Autrement dit, l'intérêt général, là,
il se construit dans cette pratique de la discussion, laquelle pratique de la discussion, et c'est la différence notable avec la participation, va supposer des éléments d'information. Autrement dit, il va y avoir un lien entre la Convention citoyenne, par exemple voulue par le président de la République, et les experts sur le climat, puisque la lettre de mission qui avait été donnée par le Premier ministre à cette Convention citoyenne, c'était réfléchir à l'émission de gaz à effet de serre et en articulant cette question avec la question de la justice sociale. Parce que vous savez bien, en écologie, c'est assez simple. Tout le monde est d'accord sur le constat. Il faut réduire, il faut aller vers une économie et une société plus vertueuse à l'égard de la planète. Mais évidemment, quand on entre dans le détail pratique des mesures, c'est là que ça se corse. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, mais dès lors qu'on dit, il va falloir, par exemple, limiter ceux qui protègent le transport routier, les routiers disent non, nous si on augmente le prix du gasoil, on pourra plus exercer notre métier, etc., etc. Autrement dit, c'est très facile de trouver un accord, mais c'est très difficile de proposer des mesures. Et donc, la volonté commune n'est pas un déjà là, elle résulte d'une procédure de discussion. Et le citoyen, à ce moment-là, l'idée c'est que le citoyen améliore son opinion par la pratique de la discussion et d'une discussion éclairée par une information préalable. De sorte que se profile au bout du compte l'image d'un bon citoyen qui pourrait émerger de cette éthique de la discussion. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que les codev sont créés par la loi de 99. Et j'ai regardé de près les statuts des codev, etc. Et je me suis aperçu que la création des codev, indépendamment des discussions qui ont eu lieu et du travail qui a été fait, je parle uniquement des structures, ça traduit un moment où on ne savait pas très bien. On avait tous l'idée qu'il fallait développer la participation, mais on ne savait pas très bien comment faire et comment procéder. Et par exemple, dans la constitution des codev, on dit les codev peuvent être soit reposés sur le bénévolat, et alors si ça repose sur les bénévolats, à ce moment-là viendront les gens qui ont le temps à consacrer à cela, ce qui exclut de fait une autre partie de la population. Ça va devenir des professionnels de la consultation. Mais d'un autre côté, on dit au codev, vous pouvez aussi effectuer du tirage au sort. Oui, mais à ce moment-là, vous comprenez bien, ce sont deux logiques différentes, etc. Donc, on a eu une loi, la structuration des codev, dont on dit d'ailleurs qu'elles ne sont pas vraiment des institutions. On y a mis tout ce qu'on savait à l'époque. Mais aujourd'hui, je crois que l'évolution, par exemple, des codev, j'y reviendrai si vous me posez la question, j'espère que vous me la poserez, c'est probablement d'aller plus loin dans cette distinction entre participation et délibération. J'aurais beaucoup de choses à dire, Virginie, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Alors je voudrais juste, puisqu'on a évoqué la Convention citoyenne du président de la République, vous en avez expliqué de quoi on parlait quand on parlait de Convention citoyenne. Pourquoi vous dites, parce que ça a été l'objet de nos échanges, qu'à l'horizon de toute convention citoyenne, c'est-à-dire de participation et de délibération plus exactement, il y a la déception? Parce que, alors d'abord, pratiquement, concrètement, il y a eu une formule malheureuse du président de la République qui a dit « je reprendrai ces propositions sans filtre ». Alors évidemment, il faut faire une herméneutique du sans filtre. Les conventionnels ont dit le sans filtre, c'est on reprend nos propositions telles quelles, elles sont reprises soit dans un référendum, soit proposées à l'Assemblée nationale. Et l'Élysée a dit ah non, le sans filtre, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que rien ne sera fait en catimini, que vous serez au courant de tout, mais ça ne veut pas dire que je reprendrai toutes les propositions. Ce qui est d'ailleurs vrai, puisqu'il revient aux politiques de faire les arbitrages. Il ne vous a pas échappé que ni vous ni moi, nous ne sommes présidents de la République. Par conséquent, c'est pas à nous d'arbitrer. Et donc, c'est tout à fait normal dans le cadre d'une démocratie représentative qu'il y ait un arbitrage. Et ce que je veux dire, c'est que il y a dans la question de la participation toujours l'idée que on parle, on fait des propositions, mais on ne sera pas entendu. Ce que je crois, c'est que la déception est consubstantielle à la participation. Et il faut le dire d'emblée. Alors, si en plus vous ajoutez le sans filtre, alors là, c'est la catastrophe.
Alors, Raphaël Pouillet, une réaction là-dessus, sur ce sentiment pour vous de dépossession? Oui, alors on pourrait même aller plus loin que vous, Monsieur Status. Ça consisterait à dire que la déception est l'horizon aussi des expérimentations. Si on ne me parle pas dès le départ, si on ne dit pas qu'on s'inscrit dans une logique d'expérimentation. Si on sait qu'on est en train d'expérimenter, qu'on va apprendre des erreurs et qu'on va aller sur un processus itératif et faire de mieux en mieux, ça permet de mieux gérer la déception. J'imagine que des psychologues savent parler de ça mieux que moi. Mais donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect également, c'est peut-être un petit peu un mal français de vouloir tout de suite être au niveau de l'État. Vous avez dit la Convention citoyenne du président Macron, c'était presque un lapsus. On aime bien, quand on parle de co-création de politique publique, aussi aller chercher les initiatives existantes, les initiatives qui sont sorties de la base. Guillaume Gourgue en parle assez bien, le politologue Guillaume Gourgue, c'est que c'est bien gentil les processus participatifs quand c'est toujours l'exécutif, ou en tout cas même l'exécutif local, qui va dire tiens, ça serait bien que vous participiez sur tel sujet. C'est dommage qu'on voulait participer sur complètement autre chose, et d'ailleurs on a des idées déjà en cours qu'on est en train d'expérimenter. Vous voyez, donc je pense que voilà, c'est aussi cette question de posture qu'il faut regarder. Et puis comment impliquer les citoyens, pas seulement au démarrage. Alors vous nous donniez un exemple sur lequel je vais rebondir tout à l'heure et vous permettre de finir, qui était celui de Toronto, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'on se rend compte qu'on est parfois un petit peu obnubilé par les conventions citoyennes qui vont permettre de désigner des actions. Parce que souvent, les citoyens, dans leur mécontentement, vont dire mais le gouvernement ne fait pas ce dont on a besoin. Mais dans l'ensemble de l'action publique, heureusement, ça s'est amélioré depuis un certain temps avec ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Il y a bien sûr la décision de faire quelque chose. Il y a même parfois l'annonce du financement qui, dans 9 fois sur 10, voire plus, ne correspond pas à des financements réels après. Ça, c'est un des grands problèmes aussi des COP et des choses comme ça. Mais si vous voulez, il y a cette idée que c'est bien d'impliquer davantage les citoyens dans la décision de ce qui va être fait. C'est bien aussi au niveau local d'aller prendre en compte ce qui est déjà fait de manière autonome par les habitants, les citoyens. Mais la question, c'est comment on va regarder ce qu'on appelle, entre guillemets, les coups déjà partis. Comment est-ce que les habitants vont pouvoir donner un avis sur ce qui a déjà été conçu et déjà été lancé. Alors, ça peut avoir été conçu d'une manière à la mode, disons, de la co-création, mais c'est parce qu'on a co-créé une action avec les citoyens, avec les associatifs, avec le secteur privé, etc., qu'ensuite on doit la laisser, et comme un ballon à l'hélium, le laisser s'envoler, c'est complètement idiot, ou bien le laisser entre les mains simplement de l'exécutif local, qui pourra ensuite... C'est-à-dire il faut permettre ensuite à cette participation citoyenne d'avoir un regard... évaluateur ou de suivi, c'est ça? Alors, c'est une des grandes questions, parce que si on veut évaluer, on a travaillé là-dessus avec plusieurs collectivités, si on veut évaluer, il y aura le problème du caractère scientifique de cette évaluation et de la quantification, qui est vraiment un grand souci. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien le modèle de Toronto, qu'on a proposé à un certain nombre de collectivités en France, qui correspond à l'idée en réalité de dire on ne pourra pas juger avec tous les outils techniques la qualité de votre action. Si vous décidez de prolonger une ligne de métro, de refaire une digue sur le lac Ontario, je crois, ce genre de choses, ça va être plutôt de dire on va présenter la substance de cette action pendant un week-end à un panel représentatif de la population du Grand Toronto, dans ce cas d'espèce. Et on va permettre à des gens qui ne sont pas du tout impliqués dans la politique publique de donner un avis. Alors l'idée réellement, c'est de parler à la diversité des habitants. Alors évidemment, on va parler de la diversité de genre, d'origine. C'est un pays d'immigration, le Canada bien entendu, donc d'origine, de code culturel, de besoins, etc. Et là, on touche à des questions de design participatif des politiques publiques, où on va demander leur expertise d'usage aux habitants, parce qu'il n'y a aucune raison que le technicien ou la technicienne de la ville sache exactement comment on vit tel quartier et comment on pratique tel transport public, par exemple. Vous voyez ? Et donc cette idée, c'est qu'ils vont se réunir pendant pendant un an, donc pratiquement tous les mois, avec un petit interlude en été, et
choisir des thèmes différents et à chaque fois écouter des experts, discuter entre eux et donner un avis qui tient sur une feuille A4, si vous voulez. Donc cet avis ne va pas être révolutionnaire, mais ça permet de parler aussi à la collectivité et de dire, regardez, nous on a vu ça, on a noté tel et tel problème, on aimerait bien que ça s'améliore. Il n'y a pas de promesse que ça s'améliore, mais disons que ça fait partie d'une manière de concevoir la politique qui soit plus ouverte. Marie-Laure Lambert, on a parlé de cette convention citoyenne, de la déception qui était au bout de toutes ces conventions, mais il en reste quand même des choses. Alors je voudrais qu'on dise un mot de la convention citoyenne, climat et résilience. Oui, donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la déception, effectivement, à l'issue de ces processus, comme on l'a pu l'avoir aussi en Islande, hein, quand ils ont essayé de construire une constitution par le biais des citoyens tirés au sort, et qui a été ensuite confisquée par les parlementaires. Voilà. Donc, c'est des choses qui se sont déjà vues. En revanche, il y a eu un précédent en matière environnementale à cette Convention citoyenne sur le climat. C'était dans les années 90, sur la question des OGM. Il y a eu un panel citoyen qui avait été réuni pour demander à des gens si les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, hein, les plantes génétiquement modifiées, est-ce que ça pouvait rentrer dans notre alimentation, dans les cultures, l'agriculture, pas la culture, mais l'agriculture. Et bon, les positions qui avaient été prises étaient un peu mitigées, mais on sentait qu'il y avait quand même une réticence de la part des citoyens. Sur le moment, ça n'a pas donné lieu à une interdiction de quoi que ce soit, mais il en est quand même resté un moratoire pendant plusieurs années au niveau européen de la part des pays qui ont dit non, les citoyens ne sont pas prêts à manger des OGM en Europe. Aux États-Unis, ils mangent ça depuis longtemps dans leur ketchup, leur tacos, etc. Mais c'est les Américains. Ici, en Europe, quand même, il y a une espèce de réticence. Et donc, finalement, le fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le fait au moins de mettre en discussion publique, de mettre à l'agenda, de montrer que tout un chacun peut se poser cette question-là à ce moment-là, même s'il ne fait pas partie du panel, et ben ça fait émerger, il me semble, hein, parce que je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais ça fait émerger une forme quand même de débat public, même s'il n'est pas forcément organisé, et que peut-être le commun des mortels de nous tous va s'en saisir à un moment en se disant tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit sur et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui s'est pas. Voilà. Donc au moins mettre à l'agenda, c'est déjà une première chose. Alors qu'est-ce qu'il en reste effectivement aujourd'hui dans la loi qui a été issue de ça? Climat et résilience. Donc moi, je fais partie des déçus, effectivement, de voir que d'abord, il n'y a pas eu simplement une traduction par le pouvoir législatif, mais il y a eu aussi un comité de légistique qui a accompagné les travaux de la Convention citoyenne. Et en tant que juriste, je me dis quand même, les gars, vous n'avez pas été très révolutionnaires. À chaque fois, on leur dit « Ah, mais non, mais ça, c'est pas possible parce qu'il y a tel principe. » Ah, mais non, mais ça sera pas possible parce qu'il y a le principe de la liberté d'entreprendre. Ah non, ça sera pas possible parce qu'il y a le principe de l'égalité, machin. » Voilà, donc il y a eu quand même aussi ces espèces de barrages d'experts que voilà, c'est des gens de mon métier, hein, c'est des juristes. Et je me dis, on aurait pu aussi... Si la loi n'est pas bonne, changeons-la, en gros. Pardon ? Si la loi n'est pas bonne, changeons-la. Ou si elle empêche de faire, changeons-la. Il y avait moyen de laisser aller les gens plus loin dans les propositions. Alors, je prends juste un exemple des propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne et ce qu'il en reste dans la loi. La Convention citoyenne a beaucoup travaillé sur les questions de la publicité. Je parlais tout à l'heure de l'exemplarité, des modèles de société qui sont portés dans les médias et autres. Et elle a fait pas mal de propositions en disant mais c'est la publicité pour la consommation, la surconsommation qui fait que nous tous, on est toujours amenés à acheter le dernier truc qui sort, le dernier iPhone, et que donc notre empreinte carbone, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec le premier intervenant, hein, les émissions de la France, c'est pas beaucoup, mais l'empreinte carbone, c'est-à-dire tout ce qu'on importe de Chine et d'ailleurs, c'est ça qui fait nos émissions de carbone, en fait, qui sont un peu dissimulées. Eh bien, c'est cette consommation-là qu'il faudrait commencer à réduire. Et donc, la Convention citoyenne dit il va falloir travailler sur la question de la publicité et être beaucoup plus drastique et demander. Donc, il y a eu des propositions, certaines ont été retenues, pas d'autres. Mais en gros, l'idée, c'était que tous les produits qui avaient un impact négatif sur l'effet de serre, sur le climat, eh ben, il faudrait essayer de supprimer la publicité sur ça. Qu'est-ce qu'il en reste dans la loi ? Alors, ils ont travaillé aussi sur les questions des panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires lumineux, un panneau de 2 mètres sur 2, les chiffres le montrent, consomment autant, les panneaux publicitaires lumineux, qu'un
un couple avec un enfant, c'est-à-dire 3 personnes. Un seul panneau consomme autant d'électricité qu'un foyer avec un enfant. C'est énorme. La Convention citoyenne avait soulevé ce point en disant qu'il faudrait les interdire. Qu'est-ce qu'il en reste dans la loi ? Il en reste. Il est interdit à partir de, je crois, 2022 et peut-être même 2023, parce que tout est décalé dans le temps. Il est interdit de faire voler des avions sur les plages avec des panneaux publicitaires. Ah bon, ça existe encore, ça? C'est incroyable, quoi. On en est... Voilà, ce qui sort sur la publicité, c'est cette aberration-là d'avions qui se baladent avec des panneaux publicitaires. Ça sera enfin interdit. Ça devrait être interdit depuis 20 ou 30 ans. Mais les véhicules qui se baladent, les voitures avec des panneaux publicitaires, c'est pas interdit. Les panneaux publicitaires de 2 sur 2, c'est pas interdit. Voilà. Donc, il y a vraiment eu un raté du côté de ce qui a été vraiment proposé par les citoyens et qui n'est pas repris par les parlementaires. Et peut-être que cette déception, alors dont vous dites qu'elle est intrinsèque à la question de la délibération, il faut aussi se rappeler que chaque fois qu'on regarde des sondages, alors les sondages, ce n'est pas des élections, mais justement, ça permet d'avoir un autre avis peut-être, des sondages d'opinion dans le grand public et dans les parlementaires et les élus. On leur pose des questions sur l'environnement. Dans le grand public, la question environnementale vient parmi les premières, si ce n'est pas la première ou deuxième. Chez les élus et les parlementaires, c'est toujours décalé. Il y a toujours l'économie avant, le développement avant, autre chose avant. Alors que chez les citoyens, au moins sur les questions qui se posent, l'environnement vient plus tôt. Donc quand on passe à de la délibération qui est confiée toujours aux mêmes, est-ce que je vais dire les vieux mâles blancs qui sont au Parlement? Mais voilà, on a forcément cette déception parce que, alors effectivement, je ne suis pas là pour renverser les principes démocratiques, mais on pourrait se demander aussi si vos conseils de développement, est-ce qu'on ne devrait pas changer le nom un peu à un moment? Est-ce qu'on est juste dans la vision du développement aujourd'hui, alors qu'on sait que le développement, au minimum, il doit être durable, et encore ça c'est le minimum, mais que peut-être on pourrait réimaginer le terme en disant est-ce que ça pourrait pas être un conseil de réorientation ou je sais pas, ou d'innovation sociale ou de réflexion sur les modalités du développement, parce que le développement, j'espère que depuis Club de Rome et tout ce qui est sorti derrière, alors, le terme lui-même est quand même critiquable. Justement, parce que je voudrais qu'on laisse le temps à la salle de vous poser des questions à tous les trois, donc préparez vos mains parce qu'on est minuté. Je voudrais que vous nous disiez tous les trois, peut-être un peu brièvement, mais quel rôle les conseils de développement ils peuvent jouer auprès des intercos, ou est-ce qu'il existe pour vous, Raphaël Pouillet, d'autres villes européennes où il y a des conseils de développement qui participent, comme en France? Oui, écoutez, ça, c'est vraiment c'est un questionnement que j'ai eu il y a environ 6 mois et qui m'a amené jusqu'ici en réalité, parce que j'ai un petit peu découvert, entre guillemets, l'étendue des pouvoirs, en tout cas la grande plasticité des conseils de développement en France, avec cette possibilité d'en faire un petit peu ce qu'on voulait, à condition évidemment derrière d'avoir une interco qui veut mettre un peu d'argent. Et j'ai commencé à me tourner vers mes homologues ailleurs en Europe, alors les grands pays style Espagne, Italie, Royaume-Uni. Et j'aurais dit, alors oui, je voudrais travailler avec les conseils de développement en France et ensuite faire un réseau d'apprentissage avec les équivalents dans les autres pays d'Europe. Et tout le monde m'a regardé en disant, comment vous avez des conseils de développement? Montre-moi les textes, extraordinaires. Ça parle d'écologie, ça parle d'environnement. Il y a la possibilité d'inclure des citoyens lambda. Il y a la possibilité de faire un mélange un petit peu de tout. Il y a même la possibilité de faire du tirage au sort dans certains cas. Ça a été vraiment une sorte de moment un peu eureka où les gens se sont dit, mais c'est pas possible, c'est extraordinaire ce que vous avez. Donc ça n'existe pas. Oui, voilà, sauf en Bostanie, je peux dire, si vous voulez. Ouais, donc l'idée, ça a été, j'ai parlé avec Dominique Valk, Yves Longchamp, et j'ai dit, il faudrait que Democratic Society travaille avec le CNCD, avec les conseils de développement, et qu'on voit... Alors moi, mon idée au départ, c'était d'amener des idées venues d'Europe en France, parce que ça fait partie un petit peu de ce que fait Democratic Society dans les différents pays où ils travaillent, pour créer des ponts. Et puis je me rends compte très souvent que ce qu'on fait en réalité consiste à apporter des bonnes choses des conseils de développement vers des exemples européens. Donc c'est quelque chose dont on parlera aussi cet après-midi. Pierre Status, une vision sur le rôle des conseils de développement, celui qui peuvent jouer face à ce déficit et cette défiance démocratique. Oui, alors, mais juste auparavant, Virginie, si vous me permettez, par rapport à madame qui vient de parler, juste dire que oui, je suis d'accord avec elle, la question c'est bien de reconstruire une opinion publique éclairée. Donc ça, nous sommes d'accord.
En revanche, moi, je suis en désaccord avec ce que vous dites s'agissant de la Convention citoyenne. Parce que il y a eu un conseil de gouvernance. Pourquoi? Parce que la lettre de mission du Premier ministre était très claire. Il s'agissait, pour les conventionnels, de pré-légiférer sur des politiques publiques. Et donc, il fallait que les propositions aient déjà une forme juridique et constitutionnelle suffisante. Et par conséquent, le travail avec les experts était parfaitement normal. Donc, si vous voulez, c'est toujours la distinction entre participer et délibérer. Je ne veux que, pas plus vous que moi, nous soyons porteurs d'opinions particulièrement éclairées sur des techniques. Je n'ai pas la science infuse, vous non plus, et donc la délibération est là peut-être pour pallier cette difficulté. Et ça m'amène vers le CODEV. Les CODEV, je trouve que c'est créé en 80 par la loi de 99, ça traduit un état du débat. Alors là. Alors attendez, on a été coupé. Pierre, ne quittez. Voilà. On vous permet de reprendre. On a été coupé avec l'ECODEF 1999. Oui, 99. Donc, ça correspond à un moment où finalement les savoirs de sciences politiques sont encore très embryonnaires, balbutiants, etc. 20 ans après, nous avons des boîtes à outils beaucoup plus conséquentes. Et moi, je reprends ce que disait monsieur tout à l'heure sur les réseaux. Moi, je crois que les CODEV pourraient être un formidable outil pour articuler démocratie délibérative et démocratie participative. Autrement dit, un contenant sans contenu qui pourrait, puisque on dit des CODEV qu'elles ne sont pas vraiment des institutions, qu'elles sont tellement souples qu'elles ne sont pas institutionnelles, etc., etc. Bon, eh bien, à ce moment-là, on pourrait très bien se servir de cet instrument-là. Et ça rejoint également l'idée que j'ai, c'est que je crois que dans les élections présidentielles à venir, dans un mandat présidentiel, il faudra pour tous les candidats prévoir 2 ou 3 conventions citoyennes sur des thèmes qui nous occupent. Par exemple, l'environnement, mais par exemple aussi la protection sociale, par exemple les politiques européennes, etc. Et ça pourrait être décliné tant sur le plan national que sur le plan local. Et là, les CODEV seraient un relais absolument fondamental. Marie-Laure Lambert, les CODEV, quel rôle peuvent-ils jouer ? Alors, moi, je voudrais sortir effectivement de ce côté très processuel de la décision. Et je suis contente finalement d'être plus ouverte à la participation directe qu'un philosophe. En tant que juriste, c'est assez anormal. Hein. D'habitude, les juristes sont plus conservateurs que ça. Donc, quel rôle pourrait-il jouer ? J'ai envie de vous dire, lâchez-vous et puis faites des propositions, celles qui vous tiennent à cœur et celles qui sont même pas forcément des choses qui sont très rationnelles, mais faites bouger les limites. Et ce que je pense qui serait intéressant, je ne sais pas comment vous délibérez, mais je vais bientôt participer au comité de développement de la métropole Aix-Marseille qui va se créer l'an prochain, donc je verrai bien comment ça se passe. Mais ce qui est intéressant dans ces décisions, dans les processus de réflexion aussi, c'est d'arriver à une proposition commune à la fin, mais de ne pas perdre non plus la trace des propositions qui n'ont pas été retenues. Et ça, c'est très important. Je pense que voilà, pour l'évolution sociale, pour qu'on regarde dans l'avenir, en quoi il pouvait y avoir des choses qui étaient proposées par une minorité du Conseil de développement, ou peut-être 2 ou 3 personnes qui ont osé à un moment faire une proposition qui paraissait un peu folle, qui n'était pas dans le cadrage juridique ou constitutionnel du moment, mais qui peut-être peut être inspirante pour l'avenir et pourra faire bouger les lignes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On va vous passer le micro. Hop. Merci pour tous ces commentaires. Je suis Michel Reynès du comité de développement de l'Albigeois Terre de Bastide. Donc, je voulais revenir sur différentes choses qui ont été dites à travers les différents témoignages. Je crois qu'il y a un élément qui n'a pas été nommé, mais qui était sous-entendu, c'est que nous sommes en France dans une démocratie qui hérite d'un jacobinisme évident. Jacobinisme qui a pour fondement le fait que c'est une élite qui est capable d'analyser et qui va apporter au peuple les solutions qui lui vont bien pour vivre le quotidien.
On est aujourd'hui, ça a été introduit par Pierre Statu de façon suffisamment éclairante, dans un monde qui a été énormément individualisé pour tout un ensemble de questions par rapport à l'émergence, et notamment de moyens de technologie. Je citerai Hannah Arendt, qui dans un livre le valorise de façon extrêmement forte en disant que la technologie va balayer tout l'héritage et les traditions que l'histoire a portées dans le temps. Une vision absolument incroyable. C'est un livre qui a été écrit en 63 et c'est ce qui se passe à partir des fin des années 90. Donc ça pour dire quoi ? On est dans un monde d'une individualisation extrêmement forte avec une complexification des problématiques qui est évidente, inflationniste. Pour dire quoi ? Pour dire que les codev ont un rôle extrêmement important à jouer pour renverser ce jacobinisme et revenir à une approche, alors je vais utiliser une image un peu mathématique, une approche fractale, c'est-à-dire il faut que les individus, vous avez cité les éléments, se sentent à appartenir au monde dans lequel ils vivent. Il y a une notion d'appartenance, c'est le préalable à la notion de confiance. On a confiance aux individus qu'on a autour de soi dans la mesure où on a le sentiment d'appartenir. Alors comment aider à ce développement de confiance et d'appartenance ? Il est évident qu'il y a une reconstruction nécessaire du lien social. Ce lien social existait avant cet éclatement que vous avez situé dans les années 70. Il existait de fait, tout simplement parce que la mobilité personnelle était telle qu'on connaissait tous les gens autour de soi. Donc ça, c'était extrêmement facile. On savait à qui on avait affaire. On était dans un monde de confiance parce que les gens autour de soi, on les connaissait. Aujourd'hui, on est dans un monde de défiance. On est même élevé dans ce sens-là, en se méfiant. On porte même un masque pour éviter que le voisin nous envoie des virus et nous contamine. Donc c'est un autre sujet, évidemment. J'insiste sur la notion de lien social. Les codev doivent être là pour permettre justement de développer à l'échelle fractale, c'est-à-dire au plus près, la participation de chacun pour avoir le sentiment qu'il appartient à ce monde-là. Vous avez fait intervenir des gens qui nous ont fait rigoler tout à l'heure. Pour avoir le sentiment d'appartenir, ce n'est pas en pointant ce qui ne va pas, c'est en partageant des plaisirs. Et la notion de culture, la notion d'événement culturel au sens très large, joue un rôle extrêmement important. Voilà. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, là-haut, on va vous passer le micro et pendant ce temps, je vous laisse oui, justement, sur peut-être ce qui ira à l'avenir, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure d'une initiative citoyenne européenne qui a été acceptée par la Commission européenne il y a 3 jours, ce mois-ci, en octobre, le mois dernier. C'est une initiative citoyenne européenne donc qui vient de citoyens et qui demande à ce que tous les textes européens juridiques qui seront adoptés soient conditionnés au respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y aurait une conditionnalité environnementale pour toutes les décisions publiques prises par l'Europe. Et pour une fois, la Commission a accepté cette ICE, cette initiative citoyenne, parce que souvent, elle en a baladé plus. Donc peut-être que vous serez amenés dans vos réseaux bientôt à signer cette pétition. Donc il faut maintenant que 1 million de citoyens européens signent cette initiative citoyenne pour qu'elle soit validée et qu'elle donne lieu à une décision de la Commission. Donc voilà, si vous voyez revenir ça, signez cette initiative parce que c'est peut-être quelque chose qui modifiera les choses dans le bon sens. Raphaël. Merci beaucoup. Je voulais réagir à ce que disait monsieur de la région d'Albi, une ville magnifique d'ailleurs. Et donc je voulais parler du lien social dont vous parliez. Et les études sur la période Covid et sur la résilience des territoires face au choc du Covid ont montré que ce sont les territoires où le lien social est le plus développé, notamment par des activités de type délibérative, etc., de type délibératif, sont celles qui ont le mieux fonctionné, notamment parce qu'on y développe des savoir-faire, des manières de faire, une agilité plus grande, parce qu'on se parle. Et on entend aussi souvent des gens qui parlent du phénomène gilet jaune comme venant des endroits où, dans le grand périurbain, dans ces territoires de la voiture, on est moins proches les uns des autres. Et l'exemple que j'aime beaucoup, ce sont les statistiques absolument terrifiantes sur la fermeture des cafés en 20 ou 30 ans dans les communes. Mais c'est hallucinant. Donc cette première chose. Et l'autre chose, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, c'est la notion d'intelligence collective. C'est vraiment maintenant enraciné scientifiquement. On a prouvé scientifiquement que en consultant des profils de personnes extrêmement différents, en respectant un certain nombre de règles, on trouve des meilleures solutions, plus de solutions. Et alors il y a l'intelligence collective au sens tout bête. Tiens, il y a cette personne qui a une autre expérience que moi, qui a trouvé une idée que j'aurais pas eue.
ce que des maires de petites communes disent souvent. Et puis, l'intelligence collective au sens plus statistique, c'est absolument hallucinant. On fait maintenant des sondages d'économistes. On va prendre, je ne sais pas moi, 2000 économistes. On va les sonder sur le taux de croissance mondiale dans 5 ans. Et puis, en général, la moyenne de leurs réponses est juste. Ce sont des choses maintenant qui sont beaucoup étudiées, notamment par Émile Servan-Schreiber. Ça peut vous intéresser. Merci. Pierre Statssus, si vous voulez réagir, vous me faites un petit signe. Sinon, j'enchaîne avec une autre question. Oui, avec plaisir. Alors, sur l'intervention du monsieur Dalby, bon, moi je suis d'accord avec vous sur la dérive oligarchique, etc. Mais vous savez, j'ai toujours présent à l'esprit ce que j'appelle le théorème Raymond-Aron. Dans ses mémoires, Raymond Aron dit « Quand je juge l'action d'un homme politique, quand je prétends juger l'action d'un homme politique, je me demande d'abord ce que j'aurais fait à sa place. » Et je vous assure, ça a un effet calmant. Ça permet quand même d'apprendre un peu d'humilité. Et moi, je supporte pas cette espèce d'anti-parlementarisme qu'on trouve un peu traînant ici et là. Nos représentants ne nous représentent pas. Ben, si vous n'êtes pas content de vos représentants, présentez-vous, faites de la politique. Bon. Alors, par contre, la deuxième chose que je voulais dire, monsieur a dit quelque chose qui me semble fondamental, c'est la question de l'appartenance. Et ça, je crois, c'est quelque chose d'extraordinairement profond. Pourquoi? Ben parce que nous avons beaucoup, et notamment une certaine partie de l'échiquier politique, pour le dire clairement la gauche, fait l'éloge du déracinement. L'enracinement était à droite, voire à l'extrême droite, on était barrésien, maurassien, que sais-je encore, etc. Et il fallait être déraciné, il fallait être un individu nomade, un citoyen du monde, etc., etc. Il se trouve que, évidemment, nous sommes aujourd'hui dans un mouvement où où on comprend qu'il y a ceux qui sont de partout et ceux qui sont nés quelque part. Et ceux qui sont nés quelque part, pour reprendre Brassens, ce ne sont pas nécessairement tous des imbéciles. Par conséquent, il y a bien une politique de l'enracinement qui ne soit pas une politique autoritaire qui est à repenser. Et je crois que cette question de l'appartenance, je vous rappelle que c'est une philosophe de gauche, Simone Veil, qui a écrit un livre qui s'appelle L'enracinement. Je crois que c'est fondamental, cette affaire-là. Alors, il y a une autre question en haut de la salle. Vous avez un micro. Madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Sylvie Hernandez, je suis animatrice du Conseil de développement du Pays d'Arles. Alors, vous avez donné beaucoup d'exemples qui concernaient plutôt des villes. Or, moi, ce que je constate, c'est que dans l'esprit du citoyen, on s'identifie, on parlait d'appartenance, donc je rebondis là-dessus, effectivement, à la commune d'appartenance. Or, dans le cadre de la transition écologique, c'est souvent bien au-delà de l'échelle communale qu'il faut agir. Et je voulais vous poser une question sur la capacité des conseils de développement à faire prendre conscience du territoire et du territoire pertinent pour agir, du territoire où on a du pouvoir d'agir aussi en ce qui concerne la transition écologique, en sachant que ces territoires pertinents ne sont pas toujours égaux au découpage administratif. Alors, des réactions. L'un, l'autre. Non, mais écoutez, il y a cette idée, effectivement. Alors, quand on parle à des maires et de petites communes, ils vont vous dire, de toute façon, tout se joue au niveau de l'interco, je ne peux rien faire. Bon, maintenant, avec la loi Lecornu, il y a quand même des aménagements possibles. Et puis, il y a aussi des possibilités de syndicats. Il y a ces histoires de syndicats de bassin versant, des choses comme ça. Sur l'eau, par exemple, on n'est pas sur la même échelle que les intercos, heureusement. Donc, il y a quand même pas mal de choses possibles en étant un petit peu malin. Et il y a tout à fait la possibilité de groupement de communes ad hoc, c'est autorisé. Sur certaines actions. Donc voilà, le pouvoir d'agir des maires aussi est important et la possibilité aussi pour les maires de s'allier des gens. Alors voilà, donc d'aller s'allier même un CODEV, hein, je veux dire, un conseil de développement. Je crois que l'appellation CODEV n'est pas toujours celle qu'on préfère, donc d'un conseil de développement, et de voir comment s'y prendre. Mais en règle générale, il est aussi possible d'avoir des actions exemplaires sur les petits budgets dont on dispose. Moi, si vous voulez, sur l'action des conseils de développement, moi, ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est la possibilité de s'inscrire dans cette notion de gouvernance des transitions et d'aller influer en allant désigner des thèmes qui sont à l'intersection donc du délibératif, des modes de consommation d'énergie, etc., d'aller donner le ton de ce qui peut se faire et d'aller influencer directement ce que peut faire une intercommunalité. Alors,
Vous voulez réagir? Alors, je vais venir, moi, à côté de vous, Dominique, pour vous donner mon micro. Merci. Donc, je voulais juste apporter un complément par rapport à votre question et finalement répondre aussi à une forme de défiance ambiante vis-à-vis de la représentation et des élus. C'est le périmètre du projet qui doit faire le périmètre de la réflexion politique et publique et donc de la décision. Or, et comme vous le disiez, l'élu communal dit mais c'est l'interco qui décide, et on a un vrai problème en termes de gouvernance des transitions, c'est-à-dire que tout ce qui est décidé au quotidien est décidé par des élus qui ne sont pas élus au suffrage universel direct. Et ça pose un vrai problème de gouvernance. Donc c'est une vieille question qu'on se pose au niveau de la CNCD. Bon, à chaque fois, on nous renvoie dans nos 22, évidemment. Pour autant, il va falloir sérieusement remettre ça sur le métier. Et ça va être un petit peu consubstantiel des solutions à apporter à cette défiance ambiante vis-à-vis, encore une fois, des institutions. Et là, pour le coup, l'heure est grave. Il faut qu'on fasse quelque chose. Merci beaucoup. On a une question, ça sera la dernière. Bon, Marie-Christine Simian, Conseil de développement Grenoble-Alpes Métropole. Je voulais un peu mettre les pieds dans le plat, c'est tellement bien, à propos et relever le côté de la magie d'Ontario. Pour moi, l'idée qu'un sondage va donner une réponse parce qu'on a un échantillon représentatif de quelques personnes et qui vous apporte ce qu'on attend. C'est un outil, on peut s'en servir, on peut cocher la case participation, on a fait l'effort, et ensuite, on a rempli un peu une forme de devoir, alors qu'on est tellement loin de l'idée que tout le monde doit pouvoir participer. Je trouve ça tellement réducteur. Moi, je préfère le dialogue large, je préfère l'ouverture la plus généralisée possible. Oui, les conseils de développement, c'est pas non plus la magie du conseil de développement, mais ça représente quand même une possibilité de se mettre dans des larges réseaux, de la proximité à bien au-delà. Ce que fait Democratic Society est très bien, ça c'est tout à fait intéressant, je le salue. Mais il me semble que cette manière dont on s'empare dans la mode actuelle de l'idée du panel, et moi je crains de voir arriver des conseils de développement panel. Voilà, bon, on les a là, on leur pose une question, ensuite ils ferment leur gueule et on passe à autre chose. Ça m'ennuierait. Voilà. Je viens de dresser quelque chose d'un peu caricatural, mais je pense que ça va faire réagir les uns ou les autres. Et puis c'est bien d'être on va faire réagir déjà sur scène. Oui, Virginie. Oui, l'intervenante à l'instant était justement une des pionnières des réseaux apprenants et du tout premier webinaire qu'on avait monté entre Democratic Society et les conseils de développement, et d'ailleurs le représentant de Leuven 2030. Et une réponse toute simple, c'est vraiment une pièce dans un dispositif beaucoup plus large. Donc le panel, on ne présente jamais quelque chose comme la solution miracle, surtout pas, mais on est vraiment dans une démarche d'expérimentation, on va tester des trucs, et il est tout à fait possible qu'on fasse un panel à la Toronto quelque part en France, et qu'au bout d'un an, on dise, bon finalement c'est assez nul, on va laisser tomber. C'est pas, je sais, mais à condition de tirer les bonnes conclusions et d'en faire quelque chose ensuite. Donc c'est pour ça que de se placer dans un cadre d'expérimentation dès le départ, en expliquant bien de quelle manière on va évaluer la qualité des actions qu'on va mener, c'est essentiel. Et surtout, dans tous ces nouveaux dispositifs politiques, il y a la notion de la promesse, ne pas faire des fausses promesses. Et au contraire, ça peut vraiment intéresser les habitants que d'être impliqués dans quelque chose dont on dit c'est progressif, c'est itératif, on va essayer, vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est cette idée vraiment, et encore une fois, on est dans cette notion de design participatif de la politique publique locale. Pierre Status, vous voulez réagir? Oui, deux choses. Moi, je partage tout à fait. Assez rapidement, on est dans 8 minutes avec Monsieur le Ministre, donc on ne peut pas différer. Voilà. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur l'expérimentation sociale. Je pense qu'effectivement, c'est la bonne entrée, et ça me rappelle un débat entre Walter Lippmann et John Dewey, Dewey étant un philosophe de l'expérimentation sociale. Mais je passe. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est sur la participation. Je crois qu'il faut pas oublier non plus une chose, c'est que nous ne sommes plus à Sparte ou à Athènes.
Et donc, nous n'allons pas consacrer l'essentiel de notre temps à participer à la chose politique. La participation sera intermittente. Nous sommes dans des sociétés de l'économie et de la culture. Ne rêvons pas d'une société qui serait entièrement tournée vers la délibération. Ça, c'est une blague. Il faut multiplier les expérimentations et effectivement y mettre fin lorsqu'on estime qu'elles n'ont pas produit les effets attendus. Et d'ailleurs, est-ce que tous les citoyens ont envie de participer? Mais bien sûr, mais non. Certains préfèrent aller faire du sport le samedi après-midi plutôt que de lire les statuts des CODEV. Bon, voilà. Alors, je vais vous demander un mot de conclusion à chacun sur cet échange qui nous a animés ce matin et sur cette thématique, comment développer l'agir ensemble pour réussir les transitions. Oui, alors moi, il y a une citation qu'on sort tout le temps, je crois que on l'a attribuée à Bossuet, je crois, que les mêmes causes apportent les mêmes effets, grosso modo. Alors c'est dit dans la langue de l'époque, la langue de Bossuet, c'est encore autre chose. Je crois que c'est Bossuet, pardonnez-moi si je me trompe. Et il y a une citation un petit peu moins connue de Paul Valéry qui dit, quand on dit que les mêmes causes apportent les mêmes effets, on n'a rien dit. Parce qu'on n'a jamais les mêmes causes exactement, on n'est jamais capable d'analyser et d'identifier précisément les faisceaux multiples de causes et les faisceaux multiples des effets. Et donc, sans doute, 40-50 ans avant, il a parlé de ce qu'on fait maintenant en matière de diagnostic, de cartographie d'un système hyper complexe dans lequel on vit. Et ce qu'on fait lorsqu'on implique des habitants, des citoyens, dans un processus d'intelligence collective au sens large, qui peut donner du délibératif, pour une action publique qui soit davantage sur mesure, eh bien, c'est précisément ça. C'est d'aller voir qu'il n'y a jamais les mêmes causes, jamais les mêmes effets, et que dans chaque endroit, dans chaque localité avec son histoire propre, eh bien, les habitants du cru ou les habitants récemment arrivés ont des choses à dire dont ne devrait pas se passer l'exécutif, le gouvernant. Marie-Laure Lambert. Oui, je pense qu'au-delà des questions de ce qu'il y a à délibérer, à discuter et à dire, on est peut-être aussi, notamment sur la question de l'urgence climatique, dans le moment de faire. Et donc, je ne sais plus si on avait prévu d'en parler, mais il se développe aujourd'hui sur tout le territoire des sociétés citoyennes d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, vous avez parlé de Totnes et Rob Hopkins, qui est la personne qui a lancé ces initiatives de transition à Totnes, n'était pas le maire de Totnes. Il était juste un citoyen avec des oreilles décollées et un physique d'anglais. Et il a lancé avec des copains qu'il connaissait autour, voilà, toujours ce lien et cet enracinement, l'idée des villes des communautés en transition. Et vous faites d'ailleurs partie, Marie-Laure Lambert, d'une société citoyenne d'énergie renouvelable, Massilia Sun System, je crois. Massilia Sun System, qui est une société donc citoyenne créée à Marseille. Donc à Marseille, les gens se parlent peut-être plus que dans les autres grandes villes, et on arrive à faire des réseaux comme ça. Mais il en existe un peu partout en région PACA, donc c'est soutenu par la région, c'est soutenu par des collectivités locales. Et donc, voilà, en tant que simple citoyen, moi je ne sais pas poser un panneau photovoltaïque, mais je donne un coup de main sur comment on fait pour déposer une déclaration préalable, etc. Et on est un groupe, on était 23 au départ, on est 123 aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc les conseils de développement, essayez aussi d'accueillir ces initiatives qui se réalisent sur les territoires, de leur donner peut-être de l'audience et de leur donner des aides et de convaincre les élus d'aider toutes ces pratiques citoyennes qui se font sur les territoires. Pierre Status, un mot de conclusion. Oui. Bref. Mais moi je suis... Oui, je vais être très bref. Je suis assez optimiste, à vrai dire, à condition de la chose suivante. Nous sommes dans des démocraties représentatives et personnellement, je ne souhaite pas en sortir de cette démocratie représentative. Je n'ai pas le rêve d'une démocratie directe. Et par conséquent, je crois qu'il faut intégrer les processus participatifs et délibératifs à cette démocratie représentative qu'il faut faire évoluer. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, constitutionnaliser, par exemple, l'idée de 2 ou 3 conventions citoyennes déclinées localement en s'appuyant sur les CODEV par mandat présidentiel, et puis réfléchir à un Conseil de la République qui se substituerait au Conseil économique, social et environnemental, et qui serait un Conseil de la République et du diagnostic. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va vous applaudir ici. J'espère aussi que ceux qui nous suivent en direct de chez eux
ont profité de ces échanges riches et de ces questions qui étaient posées ici dans la salle. Je vous laisse regagner la salle tous les deux encore. Merci de vos interventions.